Bonjour tout le monde, c'est Gab the Tiger, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, c'est la deuxième partie du documentaire sur le loup. Oui, la deuxième sur 3, la première est disponible, logique. Elle a été plutôt bien accueillie de ce que j'en sais. Et si vous voulez les infos de base dont elle traite, je vous mets une petite suggestion en haut à droite. Enfin bref, aujourd'hui on parle comportement, on parle meute, on parle mythe, on parle légende, on parle lien avec l'homme dans le fictif et enfin ce qu'il représente symboliquement. Sur ce, commençons tout de suite cette deuxième partie du documentaire sur le loup. Let's go! Avant toute chose, je vais expliquer pourquoi j'ai choisi de mettre la meute, un élément quand même important qui méritait la première partie, dans cette partie-là. C'est parce que c'est un cadre du comportement. En gros, dans la meute, il y a des fonctionnements qui sont liés au comportement. Et vu que je voulais faire le comportement dans cette partie absolument, et ben il fallait donc mettre la meute dans cette partie pour que ça puisse se faire un groupe et pas se disperser dans tous les sens. Voilà, donc maintenant, commençons. Alors pour un loup solitaire, on peut pas dire grand chose, ce seront les éléments qu'on verra chez les loups d'une meute, plus le simple fait que vu qu'ils sont seuls, ils sont un peu plus craintifs, surtout de l'homme, parce que nous leur faisons peur, et ça se sera à voir dans la troisième partie, avec la relation avec nous, les humains, dans la réalité. Maintenant, rentrons réellement dans le vif du sujet. Alors, une meute, c'est quoi? Petite piqûre de rappel pour ceux qui savent déjà, mais au cas où il y en a qui savent pas, ça m'étonnerait quand même, mais on s'en fiche. C'est un groupe d'individus d'une certaine espèce. Ici, on parle bien évidemment du loup. Et dans une meute de loups, il y a souvent 2 à 12 individus qui sont dirigés par le couple alpha. Pourquoi alpha? C'est parce que c'est la première lettre de l'alphabet grec, qui donne donc un sentiment de supériorité, en quelque sorte de commandement, parce qu'être le premier, c'est chouette. Et donc, seul le couple alpha peut se reproduire. Il y a quelques rares exceptions, mais c'est franchement très rare. Oui, j'abuse beaucoup sur le trait, et alors. Enfin bref, le reste de la meute se compose soit de petits de ce couple alpha, ou alors ce sont des loups qui viennent d'autres meutes ou qui venaient du coup de n'importe quel âge. Et donc ils ont peut-être été bannis, ils ont peut-être été rejetés, c'est à peu près la même chose. Et on verra ça plus tard. En plus du loup alpha, il peut y avoir des loups oméga, généralement 1 par meute. Et peuvent être considérés comme des souffres-douleurs, parce que oméga, toujours dans l'alphabet grec, eh bien c'est la dernière lettre de cet alphabet, et donc contrairement à la lettre alpha, là on a un sentiment d'infériorité, et on ne sait pas vraiment pourquoi, ils sont souffre-douleur, parfois on leur accorde même des fautes qu'ils n'ont même pas commises, que ce sont d'autres qui ont commises, enfin bref, je sais pas ce qui leur arrive, mais en tout cas, les pauvres. Malgré tout, on peut quand même voir que les loups, c'est quand même une super hiérarchie bien établie, parce qu'ils savent qui commande, ils savent qui a quel rôle. Donc franchement, GG les loups. Après, comme dans tout système de société bien élaboré, il y a forcément des successions de pouvoir, parce que lorsqu'un loup alpha devient trop vieux, c'est un peu galère de diriger une meute avec que des jeunes qui peuvent te renverser en 2 secondes, et c'est l'un des 2 moyens de remplacement d'y aller par le duel. Le perdant est déchu et banni, donc peu importe sa place sociale, il dégage. Franchement, niveau traitement, les loups ils sont pas du tout cruels. Et le pire, c'est que même si c'est le subalterne qui perd, il perd tout. Il doit s'en aller. Ah, qu'est-ce que c'est triste. Après, il y a d'autres moyens pour qu'un loup quitte la meute. Soit il le fait de sa propre volonté pour lui-même former un groupe avec d'autres loups solitaires, soit c'est parce qu'il y a un manque de nourriture et donc ils peuvent plus partager, ou pas assez, c'est trop compliqué.
l'opportunité pour une femelle de s'accoupler avec un nouveau mâle dominant d'une autre meute, alors qu'il n'y a plus aucune femelle, si l'ancienne femelle de ce fameux mâle est morte. Et enfin, pour rejoindre cette idée de un loup solitaire qui veut former un nouveau groupe, le fait de vouloir de nouveaux territoires. Et lorsque des loups solitaires se rencontrent, ils peuvent former une nouvelle meute, à condition qu'ils disposent d'un territoire avec suffisamment de nourriture, et que ce soit à peu près dans les règles, donc comme dans le dernier documentaire, je l'ai dit, 200 km². Maintenant, je vais parler des raisons qui peuvent pousser les loups à vouloir fonctionner en meute. Et d'abord, petite anecdote, j'ai parlé du fait que une meute est souvent 2 à 12 individus, chez les loups en tout cas. Et bien en Alaska, au nord de l'Amérique du Nord, enfin plutôt au nord-ouest, on a observé des meutes de 30 loups, plus du double. Et donc pour revenir à ces avantages, il y a la chasse est forcément plus facile et plus efficace, parce que non seulement les loups peuvent capturer plus facilement des proies plus grosses, et en plus avec le travail collectif, ça se goupille un peu mieux. Les provisions de nourriture sont mieux gérées, et de cette manière, il n'y a pas de surplus abandonné aux concurrents, surtout lorsqu'il y a des louveteaux. Et par rapport à eux, leur sécurité, leur apprentissage, et ça fait de la meute une véritable école, parce que protéger à plusieurs, c'est plus facile, apprendre à plusieurs, c'est plus facile. Et aussi, lorsqu'une louve alpha meurt, les autres louves prennent le relais de l'éducation des louveteaux orphelins. Voilà. Ensuite, les moyens de communication employés par les loups, parce que quand on vit en groupe, ça sert beaucoup complètement de communiquer. Et donc le loup a pas mal de moyens de communication qui sont par exemple le hurlement, qui est clairement le plus utilisé. Il permet de rassembler les membres d'une meute, de maintenir sa cohésion. Une meute, en hurlant, peut créer une harmonique qui donne l'impression que la troupe est beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'est réellement. Un loup solitaire, quant à lui, hurle pour s'annoncer à un conjoint potentiel lors des périodes de reproduction. Et comme nous les humains, nous avons notre propre voix qui est à chaque fois différente, par exemple ma voix est telle, la vôtre est différente, c'est sûr, et pareil, les loups, ils ont un hurlement chacun un peu signature. Ensuite, pour marquer leur territoire, les loups font comme les chiens, c'est-à-dire qu'ils marquent leur territoire avec leur urine, en gros, non je vais pas le dire, et leurs excréments. Ces marquages permettent de délimiter donc ce territoire et donnent des renseignements sur l'identité, donc mâle, femelle, rang social, est-il solitaire et encore d'autres trucs. Et après, il n'y a pas que le hurlement pour communiquer, parce que sinon ce serait bien la galère, hein. Il y a notamment la gestuelle qui est très importante et diversifiée, qu'il s'agit de domination ou de soumission. Pour la soumission, parce qu'on commence par le faible, on fait le plus fort après. Il y a quelques signes comme la tête baissée, essayant de se faire le plus petit possible, je parle bien sûr du loup, avoir la queue entre les pattes, un regard fuyant, des oreilles baissées, ça c'est de la soumission. Et parfois un seul de ces signes peut suffire. Aussi, lorsque un loup roule sur le dos afin d'exposer sa partie reproductrice, cela signifie que la soumission est déjà établie avec un autre membre du groupe. Ensuite, la domination, donc une position bien plus agressive, une tête haute, les poils du dos hérissés, la queue gonflée, des éléments qui cherchent à impressionner, avoir le regard fixe, les babines retroussées, les crocs apparents, ça fait dangereux. Et donc ce sont les signes d'une domination, d'une posture agressive. À l'heure actuelle, on étudie encore ces systèmes et outils de communication parce que on peut toujours en apprendre plus, hein, rien ne nous empêche d'en savoir plus. Peut-être qu'un jour je ressortirai des épisodes sur le loup parce qu'on saura des trucs en plus, hein, qui sait. Après, il y a d'autres moyens, qui sont la communication gustative, qui est un moyen d'expression. Les louveteaux viennent souvent réclamer de la nourriture aux adultes avec un contact physique sur les babines. En gros, ils sautent pour essayer de toucher les babines de leurs parents, ça doit être marrant à regarder.
Et à ce moment-là, les parents régurgitent la nourriture par le biais de cette stimulation physique. Incroyable. Burk. Ça, c'était pour le comportement. Maintenant, on va enfin parler des mythes et des légendes du loup. Depuis toujours, cet animal est redouté par les hommes. Ça n'a pas de sens, parce que c'est plutôt eux qui ont peur de nous, mais... ouais, tant pis. Au temps des premiers hommes, le loup représentait une sacrée concurrence en fait, et ça doit être pour ça. Ils chassaient les mêmes proies et vivaient comme eux, en groupe. Et c'est peut-être à cause de cela que bien des cultures le considéraient comme un animal diabolique, un ennemi. En 1764, il y eut en France la terrible histoire de la bête du Gévaudan. Cet animal aurait attaqué de nombreuses personnes, entre 88 et 124 selon les sources. Oh, c'est rien, hein. Dans la région du Gévaudan, l'actuelle Lozère, de nombreuses rumeurs circulaient sur cette bête, vue à Tours comme un loup, un animal exotique ou encore un loup-garou. À l'époque, la description de la créature était très différente d'une attaque à l'autre, mais rarement celle-ci ressemblait à un loup. Parfois, on avait un tigre, un lion, une hyène, un ours. Et à des moments, il y a des gens qui disaient carrément un mélange d'un peu tout ça. On n'est pas du tout toqués, nous les humains. Dès qu'on a peur, on croit des trucs complètement faux et ridicules. On parlait même d'un animal capable de se tenir sur deux pattes, ayant des attitudes tout à fait humaines. Et en gros, c'est ça qui a créé le loup-garou, et ça a provoqué des massacres de loups. Mais non, c'est triste. C'est en 1767 que l'affaire s'est arrêtée parce qu'on a abattu deux gros animaux qui ressemblait un à un loup, et le deuxième, on savait pas trop. Enfin bref, le loup entre mythe et légende, entre peur et méfiance, c'est vraiment un animal à part pour nous. On en fait un objet de terreur, de conspiration, de manipulation, parfois un objet politique, économique, de soumission, voire même de pouvoir. What? Et dans notre histoire, combien de meurtres ont été couverts par le loup? Bah beaucoup, logique. C'est vraiment bizarre, surtout que comme je l'ai dit, sa nature craintive lui fait fuir l'homme. C'est vraiment n'importe quoi. N'oublie pas que le loup est un charognard. Hein. Et c'est sûrement ce qui fait penser que le loup est dangereux parce qu'il suffit qu'il tue un humain et ils peuvent le manger hein, à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a peur de... On devrait pas. Heureusement, le loup dans certaines cultures a droit à un meilleur hommage, si on peut dire. Par exemple, les chamans de Laponie pouvaient devenir des loups, et donc ça faisait pour eux un sens de incroyable, c'est fantastique, quelle puissance. Donc c'était plutôt positif. Il y a également les Tongouz de Sibérie, qui étaient possédés en quelque sorte par l'esprit loup, et d'autres cultures chamaniques parle de sorciers ayant reçu leur don d'une femme déguisée en loup. Super les croyances. Mais il faut repartir dans le négatif. Cette fois-ci, on déménage au Moyen-Âge. En Europe et en Asie, le loup était un animal craint par l'homme, mais pas parce qu'il avait l'air dangereux et parce qu'il était charognard. Non. C'est parce qu'il représentait un réel danger pour le bétail, et c'est pour ça que l'intolérance était très très grande, notamment dans la croyance du loup-garou. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire du loup-garou, de sa naissance avec la bête du Gévaudan. C'est une piste, il y en a d'autres, notamment l'existence de la lycanthropie, qui est la transformation de l'homme en loup et pas forcément un loup-garou, serait provoquée par l'ingestion de viande humaine, donc du cannibalisme littéralement. Ou encore il existerait la porphyrie, donc c'est une réelle maladie pour le coup qui provoque une très forte pilosité et qui serait une autre origine du loup-garou. Parlons maintenant du loup. Quelques légendes, en réalité une seule, parce qu'on a déjà dit celle de la bête du Gévaudan. Et pour ça, quoi de mieux que de parler de la légende de Rémus et Romulus. Hein. C'est vraiment la légende la plus connue sur le loup. Donc petit résumé pour ceux qui savent pas, je vais pas raconter dans les détails. En gros, Rémus et Romulus, c'est des fils illégitimes de Mars, qui était le dieu de la guerre, ou
ou de Arès, qui est son nom dans la mythologie grecque. Non, mais vu qu'ils étaient illégitimes, ils ont été abandonnés. Une louve les a recueillis, elle les a alités. Quand ils sont devenus adultes, Rémus et Romulus fondèrent la ville de Rome. La louve, leur mère adoptive, devint donc à ce moment-là le symbole de la ville et une expression prédatrice de l'Empire romain. Maintenant, le loup dans la littérature, parce que bon, c'est pas vraiment mythe et légende, mais bon, tant qu'à faire, faut bien parler de sa représentation plus ou moins moderne. Alors là, vous avez intérêt à connaître, parce que déjà c'est du connu, et si vous savez pas, je ferai pas de résumé. Donc, on a droit dans la légende, enfin, plutôt le conte du petit chaperon rouge, très connu. Nous avons des fables, notamment Le loup et l'agneau, ou Le loup et le chien de Jean de La Fontaine. Il y aurait d'autres contes et récits de Tolstoï, qui sont Le loup de Moujik, Le loup et l'arc, Comment le loup dresse ses petits, d'autres trucs. Il y aurait le conte populaire des trois petits cochons, ou encore le conte musical russe de Pierre et le loup. J'arrive plus à parler, comme à la fin de la dernière vidéo, incroyable. Il a aussi droit à quelques représentations dans des cantines enfantines, mais franchement, waouh! Maintenant, le really moderne, dans les bouquins. On peut citer Cro Blanc, qui a une adaptation cinématographique il n'y a pas longtemps. Pareil pour l'Appel de la forêt, qui a lui aussi eu droit à son adaptation, mais qui sont à la base de livres qui ont un bon succès de Jack London. Et enfin, dans le cinéma, pas adapté de bouquins ou alors inspiré, on peut reconnaître L'Enfant sauvage, Le Dernier loup, ou encore le Livre de la jungle. Bon, ils sont pas... la meute de loups présente dedans si, il y a quand même des personnages principaux, mais n'est pas ultra comme ça. Ça veut dire qu'elle est quand même ultra, et peut-être un ultra en plus, je sais pas, important dans l'intrigue, parce que c'est plutôt Shere Khan veut manger Mowgli. Quelle terrible image du tigre, il méritait tellement mieux. Pourquoi c'était pas les loups les méchants et Shere Khan le gentil? Non, les loups c'est bien aussi. Ou encore, vu qu'on en a parlé dans la dernière vidéo, enfin parler plus montrer, on peut parler vite fait des loups-garous dans Harry Potter. Rémus Lupin est célèbre, Fenrir Greyback, le gros méchant qui veut que les loups-garous soient des maîtres. Voilà, vu qu'ils sont pas, à part Rémus Lupin, réellement importants à l'intrigue, au centre de l'intrigue, c'est bon, on peut vite fait les passer. Bon, en réalité, Rémus Lupin n'est pas non plus ultra important, juste un personnage sympa, que beaucoup de gens adorent d'ailleurs. Et enfin, pour finir, un peu le bilan de ce que je viens de dire précédemment. Donc, représentation moderne, légende, mythe, etc. On a déjà un peu parlé. Ce que le loup représente symboliquement. Donc, en fonction du lieu, soit le loup est un ennemi, un rival, un danger, quelque chose qu'il faut craindre, qu'il faut tuer si on en croise, ou alors un animal incroyable, fantastique, avec des pouvoirs surpuissants, qu'il faut à tout prix respecter, protéger. Ça peut varier, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus pour le loup ou contre le loup. Et si jamais vous voulez un peu plus d'objectivité que des légendes, revenez pour la 3e partie. Voilou, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vais pas répéter 100 millions de fois que c'est le but, vous devrez le savoir maintenant. Et donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, la commenter. C'est pas parce que je l'ai dit dans le premier épisode que je le dis pas ici, mettez des idées pour de prochaines espèces. Aussi les abonnés, faites comme vous voulez, mais au lieu de m'envoyer par message en dehors de YouTube, mettez dans les commentaires, ça incite. Voilà. Et enfin, il faut parler d'un fait. À chaque fois, je vous dis, ouais, telle vidéo, elle va sortir, elle va sortir à un tel moment ou à un autre, un tel jour ou pas. Vu que vous l'avez remarqué, je suis très nul, très mauvais en tout cas,
pour tenir mes dates, et ben, je vais arrêter. Donc oui, les documentaires ne seront plus les samedis. Tant pis. Mais bon, vous allez pas dire, vous allez... enfin, vous pouvez pas vous plaindre. Vous avez 3 vidéos en une semaine. Enfin, pour le moment 2, mais vous en aurez bientôt 3. Ne vous en faites pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc à bientôt en espérant la fin de la semaine. Je préviens qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine, mais sûrement dans 2 semaines. Et enfin bref, je vous dis ciao!